Tu embarques à 15h17, voiture 12, dans ce Thalys. Je vois un grand jeune homme avec un AK-47. Je me tourne la tête, je regarde derrière moi. Je vois le terroriste qui arrive. Et à un moment donné, la balle me traverse le dos, le poumon sort par la gorge, coupe une artère. Je me dis, bon, c'est fini. Je vais peut-être mourir. Bonjour Marc. Bonjour Jean-Charles. Bienvenue dans mon incroyable histoire. Merci de m'avoir invité. 93-64, ce train Amsterdam-Paris, tu t'en souviendras toute ta vie. Il y a 10 ans, en quelques secondes, l'horreur s'invite à bord. Quelques secondes, c'est ton temps de réflexion pour décider de fuir ou de devenir un héros. Et c'est cette option que tu choisis. Ton geste contribue à déjouer un massacre et à sauver des dizaines de vies. Le 21 août 2015, tu es loin d'imaginer cet incroyable scénario lorsque tu embarques à 15h17 avec ta femme en direction de Paris. Mon épouse et moi, nous sommes assis juste à côté de la porte du SAS. Nous passons à Bruxelles. Le train s'arrête pendant 10 minutes. Le train quitte la gare. 10-15 minutes plus tard, je vois quelqu'un rentrer dans les toilettes. Et tout ce que j'ai vu, c'était la petite valise bleue et blanc. Je vois ça rentrer dans les toilettes. Je n'avais pas vu s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. Et 10 minutes passent, 15 minutes passent. J'ai l'impression que cette personne est toujours dans les toilettes. Donc je me lève, j'y vais. Je vois un jeune homme devant moi. Il se trouve que ça, c'est Damien A, le Français qu'on appelle Damien A, qui reste anonyme. On attend quelques minutes, peut-être. À un moment donné, la porte des toilettes s'ouvre. Je tourne ma tête. Je vois un grand jeune homme, les yeux comme ça, avec un AK-47. Et un AK-47, tu reconnais ce modèle? On voit ça dans les films souvent. D'accord. Oui. Je crois qu'il avait quelque chose pour l'attacher. Il avait aussi un sac à dos qu'il portait sur le devant. Et il était torse nu à part le sac à dos. En tenue de guerrier, torse nu, comme le ferait... Je pense que c'était son état d'esprit. C'était son état d'esprit et d'un kamikaze, de quelqu'un qui était peut-être prêt à mourir dans ce train. Et puis, Damien A, le jeune homme dans le train, il prend le terroriste par la gorge. Je vois ça, ma première pensée, c'est pour mon épouse Isabelle. Elle est assise juste là derrière moi. J'ouvre la porte, je lui dis « Va-t'en, c'est du sérieux ». Elle me regarde avec un air surpris. Et puis, elle voit derrière ma tête le bout de fusil qui sort parce que Damien et le terroriste sont en train de se lutter, se battre. Elle voit ça, elle se lève, elle s'en va. Je me retourne et à cet instant, je voyais rouge. C'est le souvenir que j'ai. Voir rouge, ça veut dire quoi? Qu'il y a une espèce de colère? Comme une lumière rouge. C'était comme quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur et quelque chose s'est déclenché. Je me tourne vers la scène. Je vois Damien et l'autre en train de se battre. À ce moment-là, quelqu'un sort en courant. Il me regarde et il fait comme ça, genre, faut pas y aller. À ce moment-là, j'ai un trou noir qui dure à peu près, je ne sais pas, 30 secondes, 1 minute, quelque chose comme ça. Je me réveille, façon de parler. J'ai l'AK-47. Dans les mains. Dans les mains. On peut quand même imaginer que tu as participé à lui prendre des mains. Je me retrouve avec l'AK-47 entre les mains, très rapidement, dans des millisecondes.
Je me pose la question, je tire. Déjà, je maîtrise pas ce genre d'arme. Deuxièmement, je sais qu'il peut y avoir un faux rebond. Je peux finir par tuer quelqu'un par hasard, par accident. Donc, je décide, OK, je vais aller le donner à quelqu'un. Tu dis, je crois, I've got the gun. I've got the gun. Juste là, quand je sors, I've got the gun en anglais. Il y a quelqu'un à ma droite. Elle regarde vers moi et puis elle commence à baisser la tête. Moi, je pense que c'est parce qu'elle pense que c'est moi. Le terroriste. Oui. Tu as l'arme à la main. Voilà. Et dans ma tête, je me dis, mais non, c'est pas moi. Mais dans le dos, 9 mm. Je n'avais pas pensé que peut-être qu'il avait une deuxième arme. En fait, il te tire dans le dos. Et toi, tu sens quoi? Tout s'arrête. La balle me traverse le dos, le poumon, sort par la gorge, coupe une artère. Je flotte dans les airs pendant juste l'espace d'une demi-seconde. Je me rends compte ce qui se passe. Puis je tombe comme un oiseau. Je lâche l'AK-47. Je suis par terre. La douleur part ici, mais le bras, parce que la balle avait coupé les nerfs. Ce sont les nerfs qui descendent dans le bras et dans la main, et les doigts. Et c'était comme si le bras gauche, c'était en feu. C'était incroyable comme douleur. J'étais dans un état de choc. Et puis, après, j'arrive à ramper entre deux sièges. Moi, j'étais sur mes genoux avec le visage dans le siège, mais avec du sang qui allait partout. Un gisait. Il y a un jeune homme à côté de moi. Et je pensais à sa chemise. Je me rends compte qu'il a des taches de mon sang sur sa chemise. Et j'ai dit, le pauvre, il demandait pas ça. Tu es plein de sang, tu es presque en train de mourir. La douleur est très vive, très forte. Ouais. Et quand même, une partie de ton cerveau se dit, oui. Je suis en train de tâcher. C'est drôle, les détails comme ça, c'est drôle. Je me tourne la tête, je regarde derrière moi. Je vois le terroriste qui arrive. J'ai l'impression que je peux même sentir ses pas. Il s'abaisse pour récupérer son arme. À ce moment-là, je me dis, bon, c'est fini. Je suis la première personne. Je suis juste à l'allée, juste à côté. Je mets ma tête dans la siège pour faire le mort, comme si j'étais mort. J'attends qu'il me tire une balle dans la tête. C'est ce qui va se passer. Et tu ressens quoi de te dire, je vais mourir? Il y avait une sorte de calme. Je savais que j'allais mourir. Et j'acceptais. Je me souviens, je me disais, je ne regrette rien. Je suis content d'être venu faire ma vie en France. Je suis content d'être allé à Amsterdam et d'avoir pris ce train. Je ne regrette rien. Il y avait une sorte de tranquillité et ça m'a plu. Je me suis dit, je vais mourir et j'accepte tout et je suis en paix avec moi-même. J'étais très content d'avoir vécu cette émotion-là. Si on va mourir, vaut mieux qu'on se sente comme ça. Et ça, c'est quelque chose que je me suis dit après, mais je ne savais pas que sur le champ, j'allais me sentir comme ça. Je me mets la tête dans la siège, j'attends la balle. J'entends des bruits métalliques à côté de moi. Il est en train de charger là. Mais ça dure. Les secondes et les secondes passent. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il attend? Il essaie de charger l'arme et apparemment ça fonctionne pas. Donc son arme s'enraye? C'est ça. Et puis j'entends des voix qui viennent de l'autre direction. En fait, il s'agit de Spencer Stone. Il connaissait les arts martiaux et il est balèze. Hein? Non, mais Spencer, on le voit, c'est G.I. Joe, c'est
il est grand, il est musclé, très jeune à l'époque, je pense qu'il avait 23 ans. Lui, il est militaire de profession. Ambulancier dans l'Air Force américain. Je crois qu'il portait les casques, il écoutait de la musique peut-être ou quelque chose comme ça. La balle m'a traversé le corps et c'est ça qu'il avait entendu. Il regarde et il voit le terroriste avec son AK-47. Il tacle le terroriste. Et il réussit à le maîtriser? Il avait beaucoup de mal. Ouais. Parce qu'ils sont en train de lutter, de se battre. Spencer lui prend, il a sa tête, il essaie de lui faire perdre conscience. Et le terroriste, il n'arrête pas de sortir les cutters, les choses de son sac. Il est en train de couper Spencer derrière, dans la nuque, la main, partout. Il était très, très difficile à maîtriser, même à deux, parce que Alec, qui était avec Spencer, lui, ancien militaire, toujours militaire à l'époque dans l'armée américaine, il donnait des coups avec l'AK-47, il faisait tout. Ils n'arrivaient pas à maîtriser le terroriste. Enfin, Spencer arrive à faire en sorte à ce qu'il perde un peu conscience. Il est par terre et c'est à ce moment-là que on finit par le ligoter avec les cravates, etc. Avec les cravates? Avec tout ce qu'il pouvait trouver. De passagers? En fait, il se trouve que c'est mon épouse Isabelle qui était allée chercher un médecin pour moi, sans avoir trouvé. Elle allait dans tous les sens chercher de l'aide, demander ceci, demander cela, venir avec les cravates. Et à ce moment-là, après avoir vu Spencer tacler le terroriste, moi je suis soulagé, ok? J'essaie de me lever un peu pour me diriger un peu vers l'allée. Je perds conscience. Je commence à faire un rêve. Je vois la maison de mon enfance. Tout est en noir et blanc. La première maison que j'ai connue. Je vois ma mère. Je vois à travers le mur. Ma mère, elle est en train de faire la vaisselle. Elle chantonne. Elle avait une belle voix, ma mère. Je l'avais perdue quelques mois avant. Mais dans mon rêve, elle est jeune, elle est bien. Elle a une robe noire avec ses lunettes de chat des années 60. Et je suis juste là, je flotte un tout petit peu dans le jardin, j'observe ma mère, je suis très content. J'oublie que je suis à bord du train. Ça dure je ne sais pas combien de temps. Et puis, j'entends ma propre voix derrière moi qui me dit « Si tu ne t'ouvres pas les yeux maintenant, tu vas jamais les ouvrir de nouveau. C'est fini. » Je comprenais pas. Mais je fais le nécessaire pour que je réveille. Tu viens de vivre une expérience de mort imminente, tu penses? J'ai pu vivre cette expérience et puis revenir. Revenir. Ouais. Tu es revenu. Ouais. Et là, quand tu reviens, tu mets un certain temps avant de réaliser que tu es dans ce train. Et puis tu réalises quand... La douleur. Quand la douleur. C'est la douleur qui revient. Et la douleur était là, le chaos, les gens qui se déplaçaient, les voix. Et là, tu penses à nouveau que tu vas mourir? Je pense que il faut faire attention parce que je me rends compte que j'ai envie de me rendormir. Et je me dis, là, j'ai eu du bol. Hein. J'ai eu de la chance. Il faut pas tenter ça une deuxième fois. Parce que je pense que si je fais ça une deuxième fois, je ne reviendrai pas. Et là, c'est Spencer, le militaire, qui vient de porter secours. J'entends une voix devant moi. Il me parle en anglais, demande mon prénom. Il me dit le sien. Il me dit que je suis un héros, mais honnêtement, ni à ce moment-là, ni aujourd'hui, est-ce que je me sens héros. Il regarde,
Il met ses 2 doigts dans la plaie pour arrêter l'hémorragie. On reste comme ça, tête à tête. Il me dit qu'il est de la Californie. Alors, d'où tu viens, etc. Quand tout ça sera terminé, on va boire une bonne bière ensemble, etc. Tout en te mettant des doigts Oui, comme ça oui, dans la... on reste comme ça et il me cause. En toi, quoi. Et très professionnel, il continue à te parler, à te laisser éveiller. Je sais ce qu'il est en train de faire et je suis d'accord. Et Tu es d'accord avec le fait qu'il te sauve la vie? oui, et je joue le jeu. Et puis, à un moment donné, il me demande si je veux qu'on fasse une prière ensemble. Et là, je me suis dit, c'est vraiment pas mon style, dans ma tête. Mais tu es croyant? Enfin, pour faire une prière, il faut croire en quelque chose? Parler de ça, ça me faisait penser à des mauvais films. Ah ouais? C'était cliché. Ça, c'est ça. C'était cliché. Et je voulais pas de ça. Lui, justement, s'il te propose de faire une prière, c'est qu'il pense que tu vas mourir. Il pensait que c'était fini pour moi. Il y avait du sang partout. J'en avais perdu beaucoup. Et il avait même fait appel à Isabelle, mon épouse, de venir me parler. Pour lui, c'était parce que ce sera peut-être la dernière fois. Je lui dis en anglais, I'm hit. OK? Et puis en français, c'est fini. Je voulais qu'elle sache que je savais que j'allais pas m'en sortir. Voilà, je voulais que ce soit clair pour elle. Je constate que le train commence à se ralentir. OK. À ce moment-là, moi, je commence à me dire, il faut aller vite vers un hôpital, vers le secours. Parce que je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir le coup. Je ne sais pas. J'ai envie de m'endormir encore. Je regarde les poteaux qui passent comme ça. Je me dis, je peux courir plus vite que ça. Mais ils font exprès parce qu'il faut donner le temps à la police de sécuriser la gare d'Arras. Il y avait, donc moi et Spencer, le terroriste ligoté, il y avait Isabelle qui était là pour veiller sur moi aussi, elle me posait des questions, elle n'arrêtait pas de chercher de l'aide, demander de secours aux gens. Il y avait Alec qui regardait dans les autres wagons pour être sûr qu'il n'y avait pas une 2e voire 3e terroriste. Il va pas en trouver. Il va pas en trouver. Le train s'arrête à la gare d'Arras. J'attends des longues minutes. Puis, finalement, il y a quelques ambulanciers qui viennent vers moi. Et on avait une, elle s'appelait Nathalie. Je pense que c'est Nathalie qui m'avait fait une piqûre de je ne sais pas quoi pour me lever et me faire sortir du train. On me sort du train. Il fait beau. Il y a du soleil. Et petit à petit, je pense que la piqûre commence à faire son effet. On me met dans une chaise roulante. On m'emmène vers une ambulance. On arrive à l'ambulance. Moi, je me sens bien. Je commence à faire les blagues parce que je me rends compte que je vais m'en sortir. J'ai l'impression que les gens se comportaient, ils étaient plutôt bien parce qu'il n'y avait pas eu de mort. Et on dirait que moi, j'allais m'en sortir. Et donc les gens étaient positifs et c'était très sympa. Et oui, non. C'est bizarre de t'entendre dire c'était sympa. C'était sympa. Tu viens de subir une attaque terroriste, oui. Tu t'es fait tirer dans le dos, tu t'es vidé de ton sang, t'as failli mourir. Mais je m'en sors. Et tu es revenu à la vie d'entre les morts. Mais quand le soleil est là et que tout le monde est un peu joyeux, c'était sympa. Après avoir vécu toutes ces émotions, on est bien, on se rend compte que on a réussi à s'en sortir d'une situation quasiment impossible. C'est un des plus beaux moments de ta vie, cet instant? Je n'oublierai jamais ce moment-là. C'est un moment de grâce. Oui, on peut dire ça.
l'ambulance m'emmène à l'hélicoptère qui m'emmène à l'hôpital de Lille. Tout le monde était tellement professionnel. Je n'aurais jamais pensé que je me trouverais aux urgences comme ça et être bien dans ma tête. J'étais là, c'est bon, hein? J'ai réussi à m'en tirer avec beaucoup de chance. Le lendemain de l'attaque, je suis dans mon lit, il y a le docteur qui arrive, il a un téléphone. Il me dit, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Ok, je ne sais pas qui cela pourrait être. C'était le président François Hollande qui me téléphonait. Qu'est-ce qu'il te dit? Il me félicite, il me demandait comment j'allais, il me félicitait. Bon, c'était très gentil. Il était patient. Il me donnait l'impression qu'il était là pour écouter ce que j'avais à dire. Pour moi, c'était un moment très important. Et qu'est-ce que tu avais à lui dire au président français François Hollande? Que je lui avais remercié de m'avoir téléphoné. Ça m'a quand même fait quelque chose, hein. Le président de la France qui m'appelle, c'était quand même un moment très fort. Il t'appelle parce que il considère que tu as eu une conduite héroïque. Toi, t'es pas exactement d'accord avec ça, avec le fait d'avoir été un héros. Pourtant, t'as retardé, grâce à ton intervention, l'action de ce terroriste qui aurait pu arroser tous les passagers. Tu vas rester 2 semaines à l'hôpital. Oui. Et tu te fais opérer. À un moment donné, j'ai entendu le mot, je crois que c'était drain. Le monsieur, il a un bout de métal comme ça. Je dis, OK, où est-ce qu'il compte mettre ça? Il le pose ici, entre les 2 côtes, et il sort une sorte de masse en bois. Je me dis, non, il va pas faire ça. Ben si. C'était comme si j'étais une vampire. Et c'était parce que il pensait peut-être que je saignais à l'intérieur. Je voulais être brave et ne pas faire du bruit parce qu'il y avait une infirmière qui était juste là. Mais bon, j'ai quand même fait un peu de bruit. Et puis par la suite, tu vas être décoré de la Légion d'honneur. Oui. Pas rien quand même. Non, mais ça c'était vraiment quelque chose aussi parce que c'était le président François Hollande qui m'avait remis la médaille du chevalier pour la Légion d'honneur à l'Élysée. Il avait été très, très généreux avec son temps, me donnait l'impression que il m'écoutait vraiment. Ça m'a vraiment impressionné. Son style dans ce rôle-là, c'était vraiment, ça m'a touché. Ça fait quoi quand on est américain de recevoir la Légion française, la Légion d'honneur, qui est quand même un emblème et un symbole très fort pour la France? J'étais déjà devenu franco-américain, donc je me sentais encore plus français que jamais. Et d'être là à l'Élysée, d'écouter le président François Hollande raconter ma vie, c'était un moment inoubliable pour moi. Alors donc là, tu es encore plus français que la Légion d'honneur, encore plus français que moi, qui n'est pas la Légion d'honneur. On fait un petit saut dans le temps, c'est quand même 7 années plus tard. Le procès s'ouvre en novembre 2022. Dans le box des accusés, c'est Ayoub El Kazani, un Marocain qui a 28 ans en 2015 et qui voulait commettre un massacre au nom de Daesh à bord du Thalys. Et d'après ce qu'il dit à ce procès, tu y étais, il voulait cibler les militaires américains présents à bord
en représailles au bombardement en Syrie. Il affirme au procès, sans trop convaincre, je crois, avoir renoncé à son projet d'attentat à l'ultime seconde, mais trop tard pour éviter une bagarre. Bon, personne ne l'a cru. C'est pas toi, j'imagine. Cet homme voulait tuer. Il était là pour ça. Tu as assisté. Alors, je crois que toi, tu ne veux pas l'entendre quand tu... C'est ça. À un moment donné, quand je parlais devant les juges, son avocat, il ne faisait que son travail, bien entendu. Elle commence à me dire les choses et je commence à me rendre compte que elle est en train de me dire que son client a quelque chose à me dire. Je ne veux pas entendre ce que cette personne a à me dire. Ok, et ça, je ne veux pas entendre sa voix. Ça, pour moi. Pourquoi, Marc? Parce que je sais ce qu'il comptait faire. Pour moi, il n'a plus le droit de m'adresser la parole. Il n'a pas le droit. C'est comme si je disais que cette personne n'existe pas. Ok? Malgré le fait qu'on est là au procès pour s'assurer qu'il prend la peine maximum. Je crois qu'il voulait me faire des excuses. Et honnêtement, ok, pour certaines choses, faire les excuses, ça passe pas. Ça. Tu ne les aurais pas acceptées. Et donc, je commence à regarder les juges comme presque en leur demandant, mais vous allez pas lui laisser faire ça. Et puis, son avocat, elle dit, si vous acceptez, je penche vers le micro et je dis, je n'accepte pas. Oui, toi tu n'as absolument aucun doute sur le fait qu'il était décidé à tuer, y compris après vos interventions, parce qu'il semble suggérer que, en plongeant son regard dans celui d'un des passagers, je ne sais pas si c'est le tien, parce qu'il avait dit que c'était moi. Oui, il a réalisé que il s'apprêtait à faire quelque chose de terrible et qu'il renonçait à son projet. Tu ne crois pas à ça? Ce que je vois, c'est un homme qui est armé jusqu'aux dents. Oui. Il vient là pour tuer un maximum de personnes. La justice n'a pas considéré qu'il n'avait pas l'intention de tuer puisque lors des 2 procès, y compris en appel, il a été condamné à la perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. Donc il sortira pas de prison avant 22 ans. Pour moi, j'ai du mal à imaginer que quelqu'un qui s'apprête, qui prépare un acte terroriste pour tuer des centaines de gens, que au bout de 22 ans ou je ne sais pas quoi, que c'est comme si cette personne pouvait dire, bon oui, en fait, maintenant je me rends compte que cet acte meurtrier de terrorisme, maintenant j'ai compris que c'était pas bien. Je vous promets, je le refais pas. Mais pour moi, j'arrive pas à comprendre ça. Tu es convaincu que... Pour moi, on sort pas après ça. On ne sort pas après ça. C'est mon avis. Et qu'il ne changera pas d'idée, parce qu'il a essayé, visiblement, depuis toutes ces années. Pour moi, Il semble vouloir changer radicalement d'idéologie, mais en même temps, on l'a entendu manifester sa joie au moment de certains attentats en France. Je pense que pour certaines choses, on n'a pas le droit à une deuxième chance. Toi, Marc, ta vie n'a plus été exactement la même après cet attentat, pour différentes raisons. Déjà parce que tu as quand même des séquelles physiques. Oui. Pas beaucoup de séquelles psychologiques. Non. Et physiquement? Physiquement, c'est le bras gauche, la main gauche qui sont moins forts. J'ai perdu un peu de la masse musculaire. J'essaie de récupérer ça, mais je ne sais pas si ça va être 100% possible. C'est comme si j'ai des fourmis dans le bras gauche et la main gauche, surtout l'index et la pouce tout le temps. Bon, c'est peu de choses,
Oui, mais toi, tu es musicien. Oui, j'arrive à jouer quand même. Ouais. Et il a fallu juste m'adapter. C'est surtout l'index sur la main gauche. Tu joues de la guitare. Je joue de la guitare et je chante. Et il y a aussi parfois des crampes ici. Si, par exemple, je vais éternuer et je suis pas dans une bonne position, je peux avoir une crampe très très douloureuse qui me donne l'impression que je vais perdre conscience à ce point-là. Ah oui. C'est là-dedans, c'est bizarre. Tu te sens pas traumatisé et très vite tu t'es pas senti très heurté psychologiquement par cet épisode de ta vie? Déjà, depuis un très jeune âge, j'essaie de me rappeler que la vie est éphémère, que je vais mourir. Aussi, je m'en suis sorti. Nous avons gagné. Nous avons gagné, tout simplement. Pourquoi j'aurais de traumatisme? Je suis juste chanceux et reconnaissant. D'ailleurs, tu as repris un Thalys quelques mois plus tard avec Isabelle. Déjà, pour nous, c'était pour montrer que nous n'allions pas changer nos habitudes à cause de ça. Voilà, on reprend le train. Je l'ai repris plusieurs fois depuis. Je regarde par terre quand je passe l'endroit où dans un autre train, mais le même wagon peut-être, où j'étais allongé par terre. Je regarde comme ça, sans être morbide ou quoi que ce soit. Hein. Et voilà. Donc ce voyage s'est passé normalement. Oui. Il fallait que tu remontes sur le cheval, quoi. C'est ça, absolument. C'est ça. Exactement. Depuis, est-ce que tu as un problème avec le train, les transports? Jamais. Est-ce que je crois que tu es quand même particulièrement vigilant aujourd'hui dans des lieux publics? Un exemple, il y a quelques semaines, j'entendais un homme qui criait dans les toilettes juste derrière moi. On était peu dans le train. Je me suis dit que, bon, il est peut-être en train de discuter avec quelqu'un au téléphone. Probablement, c'est ça. Mais au cas où. Donc, je regarde la réflexion dans la glace devant moi. Je vais regarder si la personne tient quelque chose à la main quand il sort. Il y a une dame assise, plus ou moins en face. Donc, si jamais il y a un problème, il faut éviter qu'elle soit blessée. Les petites choses comme ça, on va quand même se demander que ferais-je si. Cet épisode dramatique, il a donné lieu à quelque chose d'extraordinaire. Quelque temps plus tard, un samedi, je reçois un coup de fil de quelqu'un qui s'appelle Tim Moore, quelqu'un qui travaille avec Clint Eastwood. Il m'avait demandé si je voulais bien jouer mon propre rôle dans le film. J'ai dit oui. Je dis sinon, il y a Isabelle qui est disponible aussi. Ok, Isabelle aussi. Il m'avait demandé, votre chien, est-ce que votre chien sera disponible? Malheureusement, notre chien, Benny, il était mort. Donc, on l'avait remplacé avec un chien professionnel. Moi, j'étais très, très content. Et je savais en même temps que c'était à cause des Américains qui ont approché Spencer Alec et Anthony avec les projets. Et c'était ça. C'était pour ça la raison que cette idée, ce projet existait. Le fait qu'on me téléphone pour me demander si moi aussi je voulais mon propre rôle, j'étais très content, agréablement surpris. Et j'ai dit oui tout de suite. Et je ne savais pas à quoi je m'attendais. Je savais pas comment ça se passait avec Clint Eastwood lors d'un tournage. Est-ce qu'on va le voir? Est-ce qu'il faut pas lui regarder dans les yeux? Les petites choses comme ça, on sait jamais. Et finalement, il était comme Monsieur Tout le Monde, super gentil, disponible. On a passé beaucoup de temps à parler ensemble. Et souvent, je passais le soir ou la nuit à regarder les anciennes émissions à télé, genre Dick Cavett, The Dick Cavett Show. C'était les années 70. Et il y avait une émission
où il y avait Muhammad Ali et Clint Eastwood. Et à un moment donné, ils font le speed bag. Et donc Clint Eastwood, il faisait ça bien. Et je lui avais dit le lendemain, ah oui, je vous ai vu sur Dick Cavett, c'était bien avec le speed bag. Et il me tourne parce qu'on était assis l'un à côté de l'autre, il tourne vers moi et me dit, ah oui, ça fait longtemps. Mais plus tard, ce même jour, à un moment donné, ils sont en train de filmer dans l'allée. Je crois que il suit le terroriste. C'est possible que c'était ça. Et donc, il y a le cameraman qui marche devant Clint Eastwood. Tout le monde est assis sur les côtés. Il ne filme pas, mais le train n'est pas très grand, donc il faut se mettre quelque part. Et quand il passe, il parle à son cameraman. Il dit, bon, il faut marcher le pied léger, comme Muhammad Ali. Quand il nous passe comme ça, c'était formidable. Donc, quand on se faisait des blagues, il me racontait des choses sur... Belle imitation, hein. Ah, c'est gentil. Je peux pas m'empêcher. Et comment tu as vécu, bon, alors déjà, le fait d'être l'acteur de ton propre rôle ou d'être acteur, c'était la première fois que tu faisais ça? Tu t'es senti à l'aise d'être filmé par des caméras, etc.? Je voulais faire du bon travail, c'est sûr. Et quelque chose m'est arrivé le premier jour. Je savais que mon père était malade. Normalement, il devait tenir encore quelques mois. On est venu nous chercher vers 5 heures du matin, le premier jour de tournage, au moins pour nous. On est dans le taxi. Je reçois un SMS de ma sœur, une de mes sœurs, qui me dit que papa est mort. Je montre ça à Isabelle et je pense à lui. Et je pense que quelque part, je me dis, je vais faire ça en partie pour toi, papa, mais aussi dans les moments si jamais je trouve que c'est un peu compliqué, que j'arrive pas à trouver l'émotion nécessaire, je vais penser à mon père. Voilà. Tu as dû revivre cette scène où tu te fais tirer dessus, où tu rampes par terre dans du faux sang, etc. Ça a provoqué quelque chose chez toi? Il y a eu des moments assez surprenants quand même. Par exemple, quand j'étais par terre dans le film, il y a une scène où je suis par terre, il y a Spencer et il y a Isabelle qui est là. Et c'était un peu exagéré, hein, si tu veux. Je disais pas je t'aime comme ça une centaine de fois à Isabelle. Et c'est pas comme si elle était là en train de pleurer tout le temps. Non, c'est pas vrai. Elle était là en train de chercher de l'aide, etc. Mais c'est un film, donc on va exagérer certaines émotions. Et avant de démarrer une scène, Clint Eastwood, il me dit « Hey Marc », je dis « Oui ». Il me dit « Il faut que tu fasses beaucoup de bruit. Il faut qu'on sente que tu t'agonises, que tu souffres. » Ok, d'accord. Donc je fais un maximum de bruit. C'est très émotionnel entre Isabelle et moi-même. Ok, coupé. Isabelle et une autre actrice se sont effondrées, se sont mis à chialer. Moi et Spencer, on se regarde comme... Et le regard, c'était « Hey, ça c'était bien ». Il y a eu des moments drôles comme ça. Le film t'a plu? Ce qui m'a plu le plus, c'était juste de retrouver tout le monde. Spencer, Alec, Anthony, Chris, les deux agents de la SNCF, moi Isabelle, on est là, de voir ce que c'est de faire un tournage, d'être dans la présence d'un des plus grands réalisateurs de tous les temps, de pouvoir échanger avec lui librement. C'était ça le plus impressionnant. Tu en as pensé quoi? Alors de te voir toi à l'écran, ça doit être particulier quand même quand on n'est pas habitué. Tu t'es trouvé bon? Je pense que je n'aurais pas pu faire mieux. Le film s'appelle 15h17 pour Paris. Pour nous,
C'était une expérience inoubliable. Et la question que je me pose, c'est si c'était à refaire, si ce jour-là, on pouvait changer les choses, est-ce que tu déciderais que ce terroriste n'est pas dans ce train? Ou est-ce que ce moment-là, il est devenu important dans ta vie et que tu veux pas l'effacer? Non. Non? Non, c'était une victoire. Pour moi, non, je ne l'effacerai pas. Peut-être que d'autres personnes abordent le train. Peut-être que c'était plus difficile pour d'autres personnes, les gens qui avaient leurs enfants, ou même pour Isabelle, c'était beaucoup plus dur parce qu'elle m'avait vu par terre. Elle se sentait impuissante. Dernière question, c'est est-ce que tu penses que ça t'a transformé, cet épisode de ta vie? La chose que j'ai pu constater, c'était une générosité qui venait des gens que je connaissais même pas. Les gens ils sont allés sur mon site web, ils ont vu mon adresse mail, on m'envoie un petit mail me félicitant, me remerciant. J'étais très touché par ça. Et, tu as pu constater que l'humanité n'est pas si pourrie. Juste, c'est une sorte de vague de chaleur, de générosité. C'est la première fois que j'avais vécu ça. Et ça, c'était très beau. Merci beaucoup, Marc. Je trouve très intéressant de t'interviewer parce que tu es comme un modèle, en fait. C'est-à-dire pour des gens qui nous écoutent, un exemple qui est valeureux. Voilà, où tu n'avais rien à gagner finalement à rentrer dans le tas. Tu avais tout à perdre, y compris la vie. Et c'est remarquable. Moi, ça me fait du bien de parler avec des gens qui sont aussi optimistes. Enfin, excuse-moi, c'est le terme qui me vient. Quelque chose de léger chez toi, malgré la lourdeur quand même de choses que tu racontes. Il faut plus de gens comme toi. Voilà. C'est gentil, Jean-Charles. Et bonne route. Merci, Jean-Charles.